En novembre 2022, Internet s'est enflammé pour une vidéo montrant une rivière de poissons s'écoulant le long d'une piste sablonneuse. À part un peu d'eau autour des poissons eux-mêmes, il n'y a pas une goutte d'humidité visible à proximité. On ignore le nombre exact de poissons qui forment cette rivière, mais on l'estime à plusieurs milliers. La rédaction de Newsweek a contacté l'auteur de la vidéo pour en savoir plus, mais il ignorait l'origine du phénomène. Cependant, lorsque le clip est devenu viral, de nombreuses personnes ont partagé leurs théories et certaines d'entre elles semblent plausibles. Bien sûr, le gars aurait tout simplement pu courir jusqu'à l'origine de la rivière et filmer en grand angle pour montrer la cause du phénomène, mais ça n'aurait eu aucun intérêt, pas vrai? Bref. Une possibilité, c'est qu'un lac ait débordé quelque part, emportant les poissons avec lui. Vous avez déjà vu des inondations. L'eau cherche à se frayer un chemin et elle emporte tout sur son passage, y compris les poissons. C'est très simple. Il est également possible qu'un camion-citerne transportant des poissons ait eu une fuite. Mais ce scénario semble peu probable, car les poissons auraient plutôt formé un tas à l'endroit de la fuite. Étant donné que les poissons de la vidéo semblent toujours en vie, bien que mal en point, on peut supposer que l'événement s'est produit peu de temps avant. Les poissons ne survivent pas longtemps hors de l'eau, du moins ceux de cette espèce. Cependant, il en existe d'autres qui ont appris à survivre lorsque leur point d'eau se tarit et qui peuvent même se déplacer sur la terre ferme à la recherche d'un nouveau foyer. Et c'est bien des poissons, même s'ils ne se comportent pas comme tels. Comment ça marche? On va tout vous dire. N'oubliez pas de liker cette vidéo ou vous commettriez une grosse erreur. Il est prouvé que les gens cool ont une bonne mémoire, mais oui. Avant de préparer cette vidéo, je me disais que le sujet n'était pas très excitant et que je n'allais trouver que des choses pas franchement passionnantes. Mais j'avais tort. Voici un loricariidé, un poisson-chat. Ces drôles de poissons aplatis vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud dans toutes sortes d'endroits, rivières agitées, lacs souterrains et même plans d'eau isolés, ce qui nous intéresse. Vivre dans un endroit isolé est un défi, car les ressources telles que nourriture et oxygène tendent à s'amenuiser avec le temps, sans parler du risque d'assèchement. Lorsque ça se produit, ces poissons sont capables de ramper sur la terre ferme à la recherche d'un autre plan d'eau. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Pour trouver l'endroit idéal, un poisson-chat peut ramper ainsi pendant des heures, laissant derrière lui une drôle de traînée humide. Mais il doit quand même faire vite, un poisson reste un poisson. S'il ne trouve pas de plan d'eau, il mourra à coup sûr. La bonne nouvelle, c'est que l'évolution a doté ces poissons de récepteurs gustatifs capables de détecter une masse d'eau à proximité et sa qualité. Grâce à eux, les poissons-chats savent où aller. De plus, leur structure corporelle unique rend ces poissons très rapides sur la terre ferme, grâce à leur rigidité. Il est plus facile de ramper quand on n'est pas trop souple. De l'autre côté de l'océan Atlantique, en Afrique, vivent des poissons encore plus étranges. On les appelle des dipneustes. Ils sont comme le chaînon évolutif entre la respiration sous l'eau et la respiration à l'air libre. Ils se sont adaptés à la vie dans des eaux à faible teneur en oxygène et dans des étangs asséchés. Pour ça, ils ont développé cet intestin bombé. C'est un peu comme une vessie natatoire. Cet intestin agit comme un poumon. Oui, ces poissons respirent par l'intestin. Pourquoi pas? En temps normal, les dipneustes respirent sous l'eau à l'aide de leurs branchies, mais lorsque la température augmente et que leur habitat disparaît, ils creusent des tunnels. Une couche de peau supplémentaire retient l'humidité tout en laissant passer assez d'air pour qu'ils puissent respirer. Ils se fabriquent un cocon douillet hors de l'eau pour survivre à la sécheresse, mortelle pour la plupart des créatures aquatiques. Mais leur méthode de survie secrète ne se limite pas à ça. Ils ne font pas qu'attendre à l'abri de leur cocon. Les dipneustes enfouis font la sieste. On appelle ça l'estivation. Ils ralentissent leur métabolisme pendant les longues périodes de chaleur ou de sécheresse jusqu'à ce que la situation s'améliore. Et ça peut durer très longtemps. Certaines sources affirment que l'espèce Protopterus annectens peut passer ainsi 3 à 5 ans sans aucune nourriture et qu'elle ne se réveille que lorsque l'air extérieur est assez humide. En outre, ces poissons peuvent se déplacer sur la terre ferme en se soulevant à l'aide de leurs membres postérieurs.
C'est fou, mais on pense que les dipneustes sont apparentés aux premières créatures à avoir rampé hors des océans pour conquérir la Terre. Leur squelette n'avait l'air de rien, mais il leur permettait de marcher, et c'est ainsi que notre évolution terrestre a commencé. Mais revenons à l'époque actuelle, car je me demande comment les poissons s'orientent dans l'espace. Ils ne peuvent pas s'appuyer que sur les récepteurs que j'ai mentionnés, n'est-ce pas? Et leur sens de la vue alors? Il est en effet probable que les poissons vivant hors de l'eau se servent beaucoup de leurs yeux. En effet, ils n'ont pas besoin d'adaptation particulière pour fonctionner sur la terre ferme. Enfin, la lumière ne se courbe pas de la même façon dans l'air et dans l'eau. Les yeux humains sont conçus pour voir sur la terre ferme. Lorsqu'on ouvre les yeux sous l'eau sans lunettes, tout semble flou. On voit les couleurs et les formes, mais il nous est difficile de distinguer les objets. Pour les poissons, c'est sans doute l'inverse qui se produit. Hors de l'eau, ils perçoivent les reflets, les couleurs et les formes, ce qui peut les aider à trouver une source d'eau ou un endroit sûr. En revanche, ils ont du mal à reconnaître des objets ou des animaux inconnus, ce qui constitue un gros problème car les prédateurs ne manquent pas. Comment savoir si cette tache floue a l'intention de nous engloutir quand on n'a jamais vu une telle tache floue auparavant? Ils peuvent aussi s'appuyer sur leur oreille interne. C'est un moyen courant pour les animaux terrestres de trouver de l'eau. Cependant, l'oreille interne ne fournit aux poissons qu'une quantité limitée d'informations et elle est inutile en terrain plat. Via la chimioréception, certains poissons utilisent également leur sens du goût et de l'odorat pour trouver la nourriture en détectant les acides aminés savoureux ou pour éviter les eaux polluées. Mais on ignore encore comment les poissons utilisent ces sens lorsqu'ils sont hors de l'eau. Laissons le temps à la science. Quitter son étang, en trouver un autre et y plonger est une chose. Mais imaginez faire un voyage de plusieurs centaines de kilomètres. Eh bien, c'est exactement ce que fait le petit goby du désert. Ces petits poissons vivent dans le lac Eyre, en plein milieu des déserts arides de l'Australie méridionale. Enfin, quand je dis qu'ils y vivent, c'est un bien grand mot. Ils survivent dans ces mares boueuses dont la teneur en sel est 3 fois supérieure à celle de l'océan et où la température moyenne de l'eau est de 40 degrés. Personne ne fait la queue pour s'y baigner et ces poissons doivent aspirer de l'air par la bouche pour avoir assez d'oxygène sur la terre ferme. En fait, ils nagent assez mal et ils se sentent plus à l'aise sur terre. Ils sortent même de l'eau pour se rafraîchir. Vous imaginez ? Même si leur habitat est approvisionné par des sources d'eau souterraines, il lui arrive de s'assécher. Mais un simple filet d'eau suffit au goby. Ils se déplacent d'une flaque à l'autre pour survivre et trouver un partenaire. Ils peuvent ainsi parcourir de grandes distances jusqu'à atteindre leur objectif. Oui, à travers le désert. Cyprinodon macularius prospère dans des conditions qui tueraient une truite en l'espace de quelques minutes. C'est pas pour rien que les truites ne vivent pas dans les déserts. En été, la majeure partie de l'habitat de ce poisson s'assèche car la température atteint 49 degrés en journée. Mais 1,3 cm d'une eau à 33 degrés lui suffit à survivre. Difficile d'appeler ça un plan d'eau. Pourtant, notre poisson s'y sent parfaitement bien. La température élevée, la salinité et le faible niveau d'oxygène tueraient n'importe quel autre poisson, aucune importance. Lui est heureux de vivre et de se reproduire dans cette superbe flaque d'eau chaude. Le désert du Colorado est le plus chaud et le plus sec d'Amérique du Nord. C'est là que vit Cyprinodon macularius. Et il ne se contente pas de survivre, il y vit heureux. L'eau y est 2 fois plus salée que dans l'océan, la sécheresse peut y durer plusieurs semaines, mais ce poisson est en pleine forme. On ignore comment il accomplit ce tour de force. Les scientifiques sont en train d'étudier la question. Mais ils ont déjà découvert que ce petit poisson vivait auparavant dans de l'eau à température normale, car il y avait un grand lac à l'endroit où il vit aujourd'hui. Puis les conditions ont changé brusquement, et pour survivre, il a dû faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Très vite, il a appris à modifier sa méthode de respiration. Pour simplifier, il peut retenir son souffle pendant 5 heures. Au fait, comment les premiers poissons sont arrivés dans le désert? Il y a 2 origines possibles. Prenons le premier cas, celui de Cyprinodon macularius. Ce poisson était déjà présent dans les oasis à l'époque où le désert n'était pas encore tout à fait un désert. Puis, le climat a changé, entraînant la disparition de la plupart des animaux. Quelques-uns ont toutefois réussi à s'adapter et à survivre dans les oasis.
D'autres poissons ont été transportés là par d'autres animaux. Un bon exemple est ce lac qui est apparu en plein milieu du désert aux Émirats arabes unis. Il s'est formé il y a quelques années seulement, à la suite d'une infiltration d'eau souterraine. Enfin, l'homme a donné un petit coup de pouce. Je vous explique le principe. Une usine de dessalement située sur la côte prélève l'eau salée du golfe Persique et la transforme en eau potable. L'eau est ensuite pompée à l'intérieur des terres jusqu'à la ville d'Al Ain. La population locale la boit, l'utilise pour la vaisselle et la rejette ensuite dans les égouts. Une fois traitée, l'eau est utilisée pour l'arrosage des parcs et des jardins. De là, elle s'infiltre dans la terre et elle se retrouve finalement dans le désert. Naturellement, il n'y avait là aucun poisson à l'origine, mais des oiseaux venus d'autres régions ont commencé à se rassembler autour de la source d'eau. Certains d'entre eux transportaient sur leurs pattes des œufs de poissons qui ont éclos et donné naissance à cette population de poissons du désert. De tous les poissons qui survivent dans le désert, c'est Gara bareimiae qui m'a le plus étonné. C'est une sorte de carpe que l'on trouve dans les montagnes du nord d'Oman et des Émirats arabes unis. Il y fait très chaud. Ce poisson vit dans des sources et de petits cours d'eau qui se retrouvent souvent à sec. Si l'eau vient à manquer, il survit en s'enterrant dans le gravier humide. Parfois, on en voit même sauter sur des rochers mouillés, gravir des falaises abruptes et humides ou se tenir près des cascades à la recherche d'un nouveau plan d'eau. Vous vous dites peut-être, et alors? En effet, la plupart des protagonistes de cette vidéo en font autant. Leurs plans d'eau sont toujours au bord de l'assèchement à cause de la chaleur qui provoque l'évaporation de l'eau, entraînant la mort de nombreux poissons. C'est là que l'on voit ce qui distingue Gara bareimiae. Les précipitations sont très rares dans son habitat. Alors, lorsqu'il pleut, ces poissons en profitent pour partir à l'aventure sur les rochers. Ils ne réagissent pas à la sécheresse au dernier moment, ils s'y préparent à l'avance. Parfois, ils remontent même le courant pour s'installer dans le moindre plan d'eau disponible. Ils peuvent escalader des rochers de 2,70 m de haut. C'est ce comportement unique qui permet la survie de l'espèce. Si ces poissons n'agissaient pas ainsi, ils auraient disparu depuis longtemps. En se répartissant dans un maximum de plans d'eau, ils augmentent considérablement leurs chances de survie. Ainsi, leur habitat ne s'assèche pas complètement, ce qui leur permet de se reproduire et le cycle continue. Des études menées dans d'autres déserts et sur différentes espèces le confirment. Pour survivre à long terme, les poissons doivent étudier la présence d'eau dans leur environnement. C'est une stratégie que de nombreux poissons adoptent dans les zones sèches. Ils se déplacent constamment entre les différents plans d'eau pendant les brèves périodes d'inondation. Ça semble être un mode de vie épuisant, mais ça leur réussit. Ils se reproduisent avec succès et certaines de ces espèces ne sont même pas considérées comme menacées. Peut-être qu'au lendemain d'une catastrophe planétaire, les poissons du désert régneront sur la Terre aux côtés des tardigrades. Vous êtes toujours là? J'ai besoin de vos likes! À plus!